Frédéric Ancel. Bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po et vous publiez cet atlas des frontières, retour des fronts, essor des murs aux éditions Autrement, avec plus de 100 cartes pour absolument tout comprendre, enfin, aux enjeux géopolitiques qui secouent notre monde. Alors ce matin, les talibans annoncent la prise du Panjshir, dernier bastion de résistance en Afghanistan. C'est là aussi que le légendaire commandant Massoud était assassiné, c'était il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. Est-ce qu'on peut dire que septembre 2021 a des faux airs de septembre 2001 ? Alors oui et non, oui parce qu'effectivement c'est un échec pour les États-Unis. Il faut se souvenir que le 11 septembre c'est un échec des renseignements américains et un échec d'ailleurs d'autant plus catastrophique que les talibans qui avaient protégé Al-Qaïda de 1996 à 2001 avaient été plutôt bien accueillis en 1996 par le président Clinton en réalité. Donc il y avait une faillite du renseignement et là, très manifestement, lorsque le chef d'état-major indique à Joe Biden que l'armée afghane va pouvoir rester au moins 6 mois en place, enfin c'est grotesque. Pour une grande puissance, c'est vraiment calamiteux. En revanche, et là je nuancerai, je pense que les Américains n'ont pas subi cette fois de défaite aussi marquante qu'on le dit. Pourquoi ? Parce que le retrait d'Afghanistan, tout piteux soit-il, n'est qu'un retrait tactique. Et au fond, il n'a pas été décidé par Biden, il a été décidé par Trump et avant Trump par Obama. Et il est de même nature ce retrait tactique que celui de Syrie, que celui d'Irak, que celui d'ailleurs d'Europe dans une certaine mesure, parce qu'en réalité, le redéploiement stratégique et non pas seulement tactique, il se fait vers l'Indo-Pacifique. Et ça, c'est réellement la grande zone géopolitique fondamentale de demain, avec en face, non pas quelques gueux, des plus ou moins va-nu-pieds qui vous parlez qui vous tirent des dessus, talibans, des talibans ou d'ailleurs des rebelles au nord de l'Irak qui vous tirent dessus avec des kalachnikovs quand ils en ont, mais c'est bien évidemment la Chine qui est le grand adversaire géostratégique des États-Unis et peut-être d'ailleurs de l'Occident demain. Donc je vous dirais que si on prend un petit peu de recul, et on le verra je pense dans les prochains mois, les prochaines années, on a assisté à quelque chose de peu glorieux, c'est vrai, mais de seulement tactique par rapport à une grande politique stratégique qui quand même est extrêmement efficace. En attendant, celui qui incarne la résistance aujourd'hui, c'est le fils du commandant Massoud. Je vous propose de regarder ce documentaire événement. C'était il y a 1 an. Bernard-Henri Lévy qui le rencontre et c'était en Afghanistan. My relationship to him was not father and son. It wasn't just like another. He was my father. He was my mentor. And I feel responsibility. I feel that there's something we can do, there's something should be done, that this heavy duty my father was carrying, I can carry a bit further. De sa bouche, dans le lit de cette rivière qu'il tient à son tour comme la plus précieuse des lignes de défense, je recueille le récit des derniers instants de son père. Est-ce que le fils du commandant Massoud, qui appelle d'ailleurs aujourd'hui à un soulèvement national, peut efficacement incarner cette résistance ? Et surtout, est-ce qu'on est au bord d'une guerre civile ? C'est difficile parce que c'est un Tadjik. Et les Tadjiks sont très minoritaires en Afghanistan et que l'Afghanistan n'est pas un État-nation. L'Afghanistan, il faut toujours le rappeler, c'est un ensemble de clans, de tribus, de groupes ethno-confessionnels. Par exemple, les talibans sont majoritairement des Pashtuns qui sont à la frontière avec le Pakistan. Et beaucoup se trouvent d'ailleurs de l'autre côté d'une frontière qui elle-même a été créée par les Anglais et les Russes à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Sauf que le fils du commandant Massoud a été rejoint par les forces armées afghanes, par des résistants en tout genre. Vous avez raison et il faut voir ce qu'il en reste. C'est-à-dire que vous avez bien rappelé il y a un instant qu'il n'a pas tenu face aux talibans. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas revenir. Pourquoi ? Parce que maintenant les talibans, face au fils de Massoud ou à quelqu'un d'autre, ils doivent tenir un État, gérer un État. Alors être dans la résistance ou dans la rébellion, appelez ça comme vous voulez, c'est une chose. Être guerriero, c'est assez facile en général. D'un point de vue politique, on ne se pose pas trop de questions. Tenir un État, gérer un État, surtout lorsque, après le départ des Américains, vous avez des puissances qui n'ont aucun humour, qui restent sur place. Je pense à la Chine, je pense à la Russie et à ses alliés qui se trouvent à la frontière. Là, vous avez intérêt à éviter effectivement un soulèvement. Et ce soulèvement anti-taliban, pour le coup, il pourrait provenir effectivement des Tadjiks du fils de Massoud ou d'autres clans ou d'autres personnes parce que les talibans ne réussiraient pas à gérer correctement le pays. C'est ça, en fait, qui peut les attendre. C'est ça la grosse différence aussi entre 2001 et aujourd'hui, finalement, c'est que les groupes terroristes islamistes ne recherchent plus seulement à commettre des attentats, on pense bien sûr au World Trade Center il y a 20 ans, mais à constituer un territoire
Oui, c'est ce qui est passé avec Daesh, avec l'État islamique, exactement. C'est-à-dire que autant Al-Qaïda ne cherchait qu'un antre, en quelque sorte, l'antre du loup en Afghanistan, il avait obtenu un protégé par les talibans dans une géographie impossible, autant Daesh en Irak, souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a quelques années, a cherché effectivement à créer un État et en étendre les frontières sur les États voisins. Et aujourd'hui, des groupes islamistes radicaux, dont Daesh, considèrent que les talibans sont des traîtres. Pas sur le plan théologique, on a affaire pratiquement qu'à des fanatiques islamistes radicaux, mais à des gens qui ont négocié, car ils ont négocié les talibans avec les Américains. Or pour Daesh, on négocie absolument avec rien ni personne. Et donc aujourd'hui, on est déjà dans des bisbilles entre les talibans d'une part et d'anciens protégés d'autre part, ainsi que Daesh qui est intervenu plus tard chronologiquement. Bref, on a un pouvoir taliban qui risque d'être extrêmement fragile, contrairement à ce qu'on peut croire d'ici en Occident. Ce matin, sur France Inter, Dominique de Villepin qualifiait la guerre contre le terrorisme d'ânerie. En d'autres termes, il disait qu'utiliser la force donnait finalement une légitimité aux terroristes, renforçait leur statut. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Alors, là aussi, oui et non. C'est-à-dire que la guerre contre un concept, oui, c'est pas très malin. La guerre contre le terrorisme, qui n'a ni fin ni espace particulier, elle est vouée à l'échec, cette guerre. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Bon, effectivement, c'est la bêtise qu'avait faite George Bush, fils. Bon. En revanche, si vous ne répliquez pas aux attentats terroristes, comme vous pourriez répliquer à une armée, vous démontrez une faiblesse catastrophique. Vous créez un appel d'air. Inversons le postulat. Après le 11 septembre, les Américains ne réagissent pas. Qu'est-ce qui se passe, croyez-vous ? Les talibans triomphent, ils peuvent continuer à inviter chez eux des terroristes qui vont prendre du poil de la bête et qui vont frapper non seulement les Américains une fois, 2 fois, 20 fois, mais tous leurs alliés à travers le monde. C'est pas possible de se comporter de cette manière-là. Autrement dit, il faut trouver le juste équilibre, la bonne stratégie en quelque sorte. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça ne se loge pas davantage aussi dans la stratégie, les discussions ? La diplomatie. Alors la diplomatie, oui. D'ailleurs, on le voit bien avec les talibans. Pour ceux qui sont à Doha, notamment. À Doha, bien sûr. Pour ceux qui sont à minima pragmatiques. On ne peut pas discuter avec Daesh. Le fanatisme incandescent de Daesh interdit toute possibilité de discuter. Et de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est mourir. En shahid, en martyr peut-être, mais c'est mourir. Bon, donc ça, évidemment, ça ne nous intéresse pas. En revanche, avec les talibans, il y a eu, qu'on le veuille ou pas, que ça plaise ou pas, matière à négocier. Je pense qu'il faudra continuer à négocier avec eux. Donc effectivement, tout dépend des terroristes. Et donc, oui, je vous rejoins, il faut penser stratégie face au phénomène du terrorisme. Il y a 3 ans, vous avez qualifié la politique d'Emmanuel Macron au Sahel, au Moyen-Orient, d'un sans faute. Est-ce que 3 ans plus tard, vous êtes d'accord avec vous-même ? Et la question suivante, c'est au Mali, est-ce que l'armée française est à sa place ? Vous avez bonne mémoire. Je pense que oui. Je pense que j'avais raison à l'époque. Il fallait y aller. Il fallait négocier avec ceux avec lesquels on pouvait négocier, même si c'est extrêmement difficile et on le voit bien. Par exemple, là où on a échoué, je crois d'ailleurs que c'est reconnu aussi par la présidence de la République, c'est le fameux G5 Sahel. On n'arrive pas pour l'instant, ou très difficilement, à s'agréger des armées locales, toujours d'ailleurs pour des questions claniques et tribales. En revanche, je pense qu'il fallait y aller. Ça, c'est une certitude. Sinon, ça aurait été pire. D'une part, d'autre part... Comment on évite un Afghanistan bis ? Ah mais oui, mais vous savez que Bamako eût été la première capitale d'un État musulman à être conquise par des djihadistes. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie ? En plus, une capitale francophone avec des États alentours qui sont extrêmement fragiles et qui seraient peut-être tombés comme des dominos. Donc, je pense que c'était juste à l'époque. Et oui, je pense qu'à travers sa volonté de négocier avec la Russie, mais pas à n'importe quelle condition, à essayer de renforcer l'Europe puissance, et ça, c'est vraiment le tandem Macron-Le Drian qui souhaite le faire, à rester au Mali, mais pas à n'importe quelle condition, oui, je pense que la politique de la France est plutôt aujourd'hui est plutôt correcte. L'avenir nous le dira. Merci à vous, Frédéric Ancel. Je rappelle votre livre Atlas des frontières avec Hugo Billard. Avec Hugo Billard, qui l'a coécrit avec vous et c'est passionnant. Merci à vous. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Moi, je vous dis à demain, 17h30.